Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal de 22 heures. Voici les titres de ce soir. Cérémonie sur l'état d'avancement de la microfinance islamique au siège de l'UNFD. Aux nouvelles mondiales, les décès des migrants en augmentation. Plus de 2 tiers restent non identifiés. Le journal au complet à présent, mesdames et messieurs. Je vous le disais dans les titres, sous l'égide de Madame Oulouf Esmaïl Abdo, ministre des Affaires sociales et des Solidarités. Le flambeau de la microfinance islamique a été arboré avec fierté lors d'une cérémonie solennelle organisée ce mercredi 27 mars au sein de l'Union nationale des femmes djiboutiennes. Cet événement, haut en couleur et en signification, a rassemblé une pléiade de personnalités politiques et sociales, parmi lesquelles se sont distingués le ministre de l'économie et des finances ainsi que la secrétaire d'État en charge de l'investissement. Porté par le ministère des Affaires sociales et des Solidarités à travers son bras exécutif, l'Agence djiboutienne de développement social, l'ADDS. L'initiative de la microfinance islamique a vu le jour en 2012 dans le dessein noble de combattre l'ennemi tenace qui est la pauvreté, tout en prônant l'autonomisation financière des couches les plus vulnérables de la société. Étant en parfaite harmonie avec les préceptes de la charia, cette approche novatrice de la finance offre un soutien financier sans pareil, affranchi de toute forme d'intérêt, prélevant uniquement des frais de gestion auprès des bénéficiaires, en parfaite adéquation avec les valeurs morales et éthiques chères à la société djiboutienne. Depuis son éclosion, l'unité pilote de la microfinance islamique s'est étendue tel un doux vent d'espoir sur l'ensemble des communes de la capitale, apportant avec elle une lueur d'espoir pour plus de 3000 âmes désireuses de bâtir un avenir meilleur. Plus qu'une simple affaire de chiffres, cette aventure financière a su démontrer sa pertinence et son efficacité à travers un montant impressionnant de 481 millions de nos francs de crédit mis à la disposition de 4200 bénéficiaires, tant dans le quartier populaire de Balbala que dans les paisibles communes de Boulaous. Par ailleurs, il convient de noter que la microfinance islamique se révèle être bien plus qu'une simple stratégie financière. Elle incarne un véritable espoir pour les démunis, une main tendue vers un avenir meilleur, une réponse efficace à l'appel pressant de la lutte contre la pauvreté. À Djibouti, elle s'impose comme un pilier essentiel du développement socio-économique porté par la volonté indéfectible de bâtir une société plus juste et plus prospère pour tous. On écoute les interventions de la directrice de la microfinance et du directeur général du Centre de leadership et de l'entrepreneuriat. Journée de restitution du bilan de l'unité pilote de microfinance islamique, dont Mohamed Amin vient de nous faire le point, est fort importante pour nous car il fallait non seulement montrer le dynamisme de cette jeune institution de microfinance islamique qui a injecté 481 millions de nos francs dans le tissu économique depuis 2012. Concernant cette institution, il a fallu rappeler l'engouement de la population, aussi bien pour la microfinance, aussi bien à Djibouti-Ville que dans les régions. Nous comptons transformer cette institution en institution financière avec des partenaires publics-privés. Nous comptons avec l'appui de votre ministère, mais aussi avec le ministère de l'Investissement, de l'Économie et des Finances pour concrétiser le projet. La microfinance islamique est quelque chose d'extrêmement très importante. Elle est récente à Djibouti, dans la République de Djibouti, à travers le projet ici présent qui va prendre fin d'ici fin juin. Donc c'est un projet Covid. C'était un projet Covid. Donc le PREV s'intitule, c'est le projet de renforcement de la résilience économique des entreprises vulnérables. Donc juste pour un petit rappel, il y avait une dot de 2 320 000 qui a été donnée à la DDS, dont 800 000 qui étaient une ligne de financement direct pour l'unité de microfinance islamique. Donc l'idée derrière l'appui qu'on avait donné à cette ligne de financement de 800 000 $, c'était non seulement de permettre de donner un fonds de revolving fund supplémentaire, mais in fine que ça devienne une institution de microfinance islamique à part entière. On écoute à présent la secrétaire d'État chargée des investissements privés. Voici ses propos. D'être parmi vous au sein de notre honorable institution qu'est l'UNFD, présidée par Madame la Première Dame, Hadji Khadra Mohamed Haïb. Mesdames et Messieurs,
Dans un premier temps, Alhamdulillah wa shukrulillah, louange à Allah le Très-Haut, dont nous ne pouvons pas énumérer les bienfaits dont nous sommes bénéficiaires pour ces indénombrables bienfaits. Alhamdulillah, dans un premier temps, wa shukrulillah. Dans un second temps, mes vifs et chaleureux remerciements à l'endroit de son Excellence Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh qui valide les projets dont bénéficient nos compatriotes et qui sont validés pour la diminution de la pauvreté. Et c'est un des objectifs premiers de l'objectif de développement durable que nous nous sommes fixés d'atteindre. Mes félicitations et mes remerciements à Madame la ministre en charge des Affaires sociales et des solidarités, ainsi que toute votre équipe, votre bras technique, et ainsi que toutes personnes qui vous ont accompagné afin de vous permettre d'atteindre ces performants résultats. Résultats qui sont à applaudir. 4200 bénéficiaires. Je comprends par 4200 bénéficiaires, 4200 micro-entreprises créées. C'est un énorme bienfait pour les investissements en République de Djibouti et le développement du secteur privé. C'est un appui assez conséquent. Et félicitations. Le ministre Ilyas Moussa Dawale a de son côté évoqué le parcours remarquable des femmes djiboutiennes. Alors que l'accès aux ressources financières reste un défi pour de nombreuses communautés, ce fonds offre aux femmes l'espoir de renforcer leur indépendance économique, ce qui est particulièrement précieux à Djibouti, a-t-il indiqué. Le ministre a ajouté l'importance de donner aux femmes les moyens de rechercher la solidarité sociale et de construire un développement économique durable. Il a adressé également ses remerciements au président de la République pour son appui à ce processus afin que les femmes djiboutiennes puissent jouer un rôle de premier plan dans le développement économique du pays. Poursuivons avec le discours prononcé de la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Ouloufa Ismaïl Abdo. Ramadan Karim. Aujourd'hui, je suis vraiment très honorée d'avoir à mes côtés mes collègues déjà chargés de l'économie et des finances qui a permis la mobilisation de ces fonds, sans lesquels la DDS n'aurait pas pu justement réaliser tout ça. Pas seulement, donc j'aimerais le préciser, pas seulement dans le domaine de la microfinance, pas seulement dans le domaine de la microfinance islamique, mais également dans tout le développement social que vous observez, que la DDS a réalisé aussi bien dans la capitale, mais également dans les régions de l'intérieur. Je vous remercie, Monsieur le ministre, pour tous les efforts que vous faites et pour la confiance que vous nous accordez. Et sachez que nous allons continuer et à œuvrer justement dans l'atteinte des objectifs, à absorber également les fonds que vous nous mobilisez et à rendre vraiment une satisfaction générale et pour la population de Djibouti, qui est notre cible principale, mais également à ses partenaires qui nous font confiance. Madame la ministre chargée du développement du secteur privé, nous aimerions également renforcer notre partenariat parce que c'est avec vous. Aujourd'hui, c'est un nouveau ministère. Nous aimerions vraiment travailler pour que nous tous, nous arrivions à atteindre les mêmes objectifs. Et Inch'Allah, avec l'aide de Dieu, tant que nous avons une bonne coordination, nous allons, bi'iznillah, atteindre cela. Mais j'aimerais justement féliciter et remercier toutes ces femmes qui œuvrent sans relâche pour que leur vie et la vie de leurs sœurs concitoyennes puissent s'améliorer. Pour nous, la vision est claire. La lutte contre la pauvreté n'est pas de l'assistanat, mais c'est de permettre à autonomiser les femmes, c'est à leur permettre de se prendre en charge elles-mêmes. Et notre objectif, c'est pouvoir les aider, les accompagner pour qu'elles sortent définitivement du cycle intergénérationnel de la pauvreté. C'est l'objectif. Et aujourd'hui, ce qui marche, c'est la microfinance. Ce qui marche encore plus, c'est la microfinance islamique. Pourquoi? Parce que tout ce que dit Allah est le vrai. Et il n'y a pas d'autre vérité que celle de Allah. Dans le Coran al-Karim, Rabbana a dit « Halal Allah al-bay' wa harram al-riba ».
Et c'est pour ça que la microfinance islamique, pour nous, est une voie vers la réussite, vers l'atteinte de nos objectifs de la lutte contre la pauvreté. Mais parallèlement que nous sommes en train de faire de la microfinance islamique grâce à l'unité pilote de la DDS et qui a vraiment vu une réussite vraiment incroyable avec 461 millions de nos francs qui sont aujourd'hui investis en tout cas dans cette microfinance islamique, nous avons commencé également la modification ou la transformation des CPEC. Également, nous souhaitons en faire avec la microfinance islamique, au lieu que ça soit une unité pilote, une banque de microfinance islamique, afin que tous les Djiboutiens puissent profiter justement de cette manne financière qui est halal. Aujourd'hui, les 5 régions de l'intérieur, Ali Sabih, Dekhil, Tadjoura, Obok et Arta, bénéficient de ce taux zéro, mais y compris également la capitale. Ce bilan justement de tous les projets de la microfinance islamique en ce mois béni, pour que Dieu puisse également bénir nos activités, puisse nous aider, puisse nous soutenir. Jazakumullah al-khair, wa rabbana inshallah, wa salam alaykum. Place à présent aux remises des certifications aux femmes clés, notamment les chefs de secteur, martelant ainsi leur engagement et leur rôle essentiel dans la mise en œuvre réussie de la microfinance islamique. De plus, une remise des chèques symbolique a marqué l'engagement continu à soutenir et à renforcer les initiatives visant à autonomiser financièrement les communautés vulnérables de Djibouti. Avant de terminer, la ministre n'a pas manqué de rendre hommage à la DDS et à la CPEC qui ne ménagent aucun effort pour une inclusion économique et sociale des plus démunis, à encourager les détenteurs de projets. La cérémonie s'est clôturée par une photo de famille. C'est dans un climat de sérieux et d'engagement que la Commission des finances et de l'économie générale et du plan a examiné ce mercredi 27 mars les comptes financiers de l'Institut national de l'administration publique, connu dans son acronyme INAP, pour les exercices s'étalant de 2018 à 2022. Sous la présidence éclairée de l'honorable Sharmarke Moussa Are, la séance de travail réunit les membres de la commission en présence du ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale, M. Amar Abdi Saïd, ainsi que des hauts responsables de l'INAP. Après des heures d'analyse minutieuse, la commission a émis un avis favorable sur les projets de loi portant approbation des comptes financiers sous-mentionnés. Ces décisions prises en toute transparence et après un examen rigoureux témoignent de la confiance accordée à la gestion financière de l'INAP au cours de ces dernières années. Cet avis favorable marque une étape cruciale dans le processus d'approbation des comptes financiers de l'INAP et souligne l'importance accordée à la bonne gestion des ressources publiques. Il témoigne également de l'efficacité des mécanismes de contrôle et de supervision mis en place pour assurer la transparence et la fiabilité des informations financières. C'est dans le cadre de la session extraordinaire 2024 que le Parlement panafricain a tenu des élections partielles pour combler les postes vacants au sein de son bureau. Lundi dernier, le 25 mars 2024, au siège du Parlement à Midrand, les membres africains ont participé à un processus électoral transparent et serein. Les résultats du dépouille ont été annoncés, révélant un retour marquant et une continuité dans le leadership. L'honorable chef Fortune Charombira du Zimbabwe, qui a été élu en tant que président du Parlement panafricain. Sa reconduction témoigne de la confiance renouvelée en sa capacité à guider l'Assemblée dans les défis à venir. Ces résultats reflètent non seulement la diversité géographique et politique de l'Afrique, mais également l'engagement continu du Parlement panafricain à assurer une représentation équitable, efficace pour ses membres. Grand format de ce jour-là à présent, le ramadan et les personnes vivant avec le diabète. Quels risques pour la santé? Comment concilier les obligations et les recommandations médicales chez les diabétiques? Le jeûne du ramadan est un des rites les plus sacrés du monde musulman. Jeûner se traduit en particulier par l'interdiction de manger et de boire de l'eau au coucher de soleil. Et cependant, un mois. Voici un mag de la rédaction. Le ramadan est un des rites les plus sacrés du monde musulman. Jeûner se traduit en particulier par l'interdiction de manger et de boire de l'aube au coucher du soleil et c'est pendant un mois. Le diabète est une maladie chronique pour laquelle le respect d'une alimentation équilibrée, de l'activité physique et d'un traitement médicamenteux est central dans la prise en charge médicale, sociale et psychologique des patients. Le diabète fait partie des situations pouvant permettre l'exemption des gènes étant donné les risques associés. Malgré tout, le fait de pratiquer ou non le ramadan demeure un choix personnel. Rappelons qu'au-delà des gènes quotidiens, les ramadans entraînent une perturbation drastique des habitudes de vie,
particulièrement en lien avec l'alimentation et l'horaire de sommeil. Une personne vivant avec le diabète qui décide de pratiquer les jeûnes du Ramadan doit savoir que certaines situations pourraient l'obliger à rompre les jeûnes. Les médecins font abstraction de l'influence de leurs propres convictions religieuses sur les consignes à transmettre à leurs patients diabétiques quant à la question relative au diabète et Ramadan pour inviter et exhorter les personnes vivant avec le diabète à se prendre en charge et de suivre leurs états de plus près. Le Ramadan est une période qui peut déranger la maladie diabétique. De quelle façon? Tout d'abord, le rythme du sommeil est perturbé. Donc, on dort moins la nuit, donc ce qui peut entraîner des changements au niveau du corps, du fonctionnement. L'autre chose qui peut perturber le diabète, c'est l'alimentation de la personne diabétique. Généralement, lorsqu'on prend le foutour, le dîner et le suhour, qui sont souvent très rapprochés et très riches en glucides, surtout le foutour, des problèmes peuvent arriver lorsqu'on est diabétique et qu'on fait le jeûne. Donc les problèmes qui peuvent arriver, c'est l'hyperglycémie, donc le taux de glucose qui va monter dans le sang et qui peut entraîner des problèmes de santé. Le fait qu'on prend des médicaments et qu'on ne mange pas durant la journée, on peut également faire des hypoglycémies, c'est-à-dire le taux de sucre qui est très bas dans le sang et qui peut également engendrer des problèmes. Donc comment on doit vivre et surveiller son diabète? Tout d'abord, il faut surveiller ce qu'on mange. Nous conseillons à nos compatriotes djiboutiens de faire très attention lorsqu'on fait la rupture. Généralement, dans notre tradition, ce que nous faisons, le foutour est très riche en glucides. Les gens prennent beaucoup de dattes, beaucoup de fruits, des boissons sucrées, la crème anglaise, le mnieda. Donc tout ça fait que la glycémie peut monter très vite et très haut et reste élevée toute la journée jusqu'au lendemain et déranger la santé de la personne diabétique. Également, les repas sont rapprochés. Donc, on fait le foutour. 2-3 heures après, on prend le dîner. 2-3 heures après, on prend le suhour. Donc, ce qui fait qu'on prend 3 repas en un temps très court. Donc, ce qui peut engendrer une hyperglycémie. Donc, lorsque la personne diabétique est en hyperglycémie et que le taux de glucose dans le sang est très élevé, la personne peut ressentir la soif, la fatigue, l'amaigrissement et la soif. Donc, lorsqu'on est trop déshydraté, le sang peut devenir très visqueux et on risque de faire des thromboses. Donc, ce n'est pas bon pour la santé. Si bien que dans la journée, lorsque la glycémie est très élevée, supérieure à 3 grammes, il est conseillé aux personnes diabétiques de rompre le jeûne. La personne diabétique peut faire une hypoglycémie qui peut se manifester par des maux de tête, des tremblements, des sueurs, un malaise, des palpitations, des vertiges, des troubles visuels, ou tout ce qu'on ne comprend pas qui peut être relié à un malaise hypoglycémique. Si on a l'occasion de se contrôler et qu'on arrive à faire un contrôle glycémique avec son appareil dextro, l'hypoglycémie, c'est lorsque le chiffre de glycémie affiché sur la machine est inférieur à 80 mg par décilitre, ce qui veut dire 0,8 g. Donc là, il est conseillé de rompre le jeûne. Donc pour surveiller son diabète, il faut faire plusieurs contrôles par jour, jusqu'à 6 à 7 fois par jour, durant la journée et la nuit. Le matin à 9 h, on doit se contrôler, parce qu'on se réveille avant d'aller au travail. Vers midi, il faut se contrôler. Vers 16 h, il faut se contrôler. Avant la rupture, il faut se contrôler. Vers 11 h, avant de se coucher, il faut se contrôler. Et avant de prendre le suhour, il faut se contrôler. Donc on rappelle qu'il faut rompre le jeûne lorsque la glycémie est inférieure à 80 mg ou 0,8 g ou supérieure à 3 g. Donc comment faut-il s'alimenter? Ce qu'on peut conseiller avec notre expérience, c'est d'éviter de prendre les foutours classiques, de prendre beaucoup d'eau, bien sûr. Si on suit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, prendre 1 à 3 dattes de l'eau et puis manger directement, prendre directement son dîner. C'est la meilleure façon de contrôler son diabète avec les médicaments qui sont prescrits, bien sûr. Donc l'alimentation qu'on doit prendre doit être équilibrée. Il faut que la personne mange toute seule, pas avec tout le monde dans la même assiette. Donc son assiette propre, l'assiette va être divisée en 3
Une partie va être composée des légumes, donc toutes sortes de légumes, des choux, salades, des tomates, des oignons, tout ce qu'on veut. Une viande, une part de viande. Et puis, l'autre part dans l'assiette, la troisième partie, on peut mettre des spaghettis, ce qu'on a cuisiné dans la maison. On peut prendre un fruit après avoir mangé. Donc, il faut éviter de prendre le jus mixé. C'est pas bon, ça fait augmenter la glycémie, il ne faut pas en abuser. Lorsque, par exemple, la pastèque, le melon, la papaye, ce sont des gros fruits. Donc, si on abuse avec la quantité, la glycémie peut trop monter. Donc, on conseille de mettre un petit bol de fruits, de salade de fruits, et manger comme ça. Donc, la meilleure boisson, c'est de l'eau. Donc, et la personne répartit les médicaments en 2 temps. Donc, à la rupture et au suhour. Pour ce qui est des injections, donc, il est conseillé de diminuer les doses d'insuline et de voir avec son médecin de 20%, voire 30%. Et le suhour aussi, il faut diminuer un peu la dose d'insuline. Les médicaments, on les prend à 2 reprises aussi, à la rupture et au suhour. Les jeûnes du mois de Ramadan constituent un dilemme pour les patients diabétiques du fait de la complexité de la prise en charge du diabète dans la période des Ramadans et des impacts qui peuvent résulter de l'observation comme de l'absence d'observation d'hygiène. Face à ces dilemmes, les patients se doivent démiser sur l'importance qui revêt la suivi médical et par conséquent respecter aussi les préceptes religieux relatifs au rite du Ramadan pour s'éviter la répercussion négative que cela puisse avoir en cas d'une expérience négative d'hygiène. Sport à présent, la fédération djiboutienne de handball a clôturé avec brio son championnat national dédié aux filles dans une ambiance électrique au gymnase du lycée d'État où une foule enthousiaste, principalement féminine, s'est rassemblée pour soutenir les équipes. L'équipe de la gendarmerie s'est illustrée avec éclat en décrochant le titre tant convoité au terme d'un affrontement palpitant contre l'équipe de Razdika, captivant ainsi l'attention de tous les spectateurs présents. Sous l'effet des projecteurs et les tonnerres d'applaudissements, la capitaine de l'équipe de la gendarmerie a exprimé sa fierté face au parcours remarquable de son équipe. Elle a rendu hommage à l'engagement, au dévouement et au talent de ses coéquipières, soulignant la valeur de leur victoire bien méritée. Dans un discours empreint de reconnaissance, le président de la fédération a également tenu à exprimer sa gratitude envers le secrétariat d'État chargé des sports pour son soutien indéfectible à la promotion du handball dans le pays. Il a mis en avant l'importance cruciale de telles initiatives visant à encourager la pratique sportive et à favoriser le développement du handball. Cet événement offre non seulement des opportunités de compétition, mais également des chances d'épanouissement personnel et de développement de compétences, contribuant ainsi au dépassement de soi et à la construction d'une société dynamique et équilibrée. La clôture réussie de ce championnat national témoigne de l'engagement continu de la Fédération djiboutienne de handball à promouvoir le sport et à créer des opportunités pour les jeunes talents, tout en renforçant les liens de solidarité et d'unité au sein de la communauté sportive du pays. Je vous emmène au nord à présent, en direction Obok. C'est à Finterrou, quartier périphérique de la ville d'Obok, qui s'est déroulé avec solennité le lancement officiel d'une campagne de sensibilisation sur les mutilations génitales féminines au profit de la communauté de Finterrou. Cette initiative portée par l'association de lutte contre la faim et la pauvreté de la région d'Obok. Une journée inaugurale qui a été marquée par la présence distinguée du préfet de la région d'Obok, M. Moussa Aden Migene, ainsi que le président du conseil régional, M. Mohamed Ismail Hamed, tous deux ayant généreusement accepté d'accompagner l'association dans cette noble mission et de donner l'impulsion nécessaire à ce projet crucial. En effet, la lutte contre les mutilations génitales féminines revêt une importance primordiale dans cette région où de telles pratiques illégales continuent de persister, mettant en danger la santé et le bien-être des femmes et des jeunes filles. Par ailleurs, il convient de souligner que ce projet bénéficie du soutien financier de l'UNICEF dans le cadre de son appui au conseil régional et aux associations civiles engagées dans la protection des droits des femmes et des enfants. Le lancement de cette campagne marque le début d'une mobilisation collective en faveur du respect et de la dignité, mais aussi de l'intégrité des femmes et des jeunes filles dans la région d'Obok. C'est un pas significatif vers l'éradication des mutilations génitales féminines et la promotion d'une société plus juste et égalitaire pour tous. Voici les impressions du préfet de la région d'Obok, M. Moussa Aden Migene. Aujourd'hui, nous sommes là à l'issue d'une formation, sensibilisation qui s'est poursuivie durant un mois. Et ce projet
ne se déroule pas seulement à Fatahero, mais en même temps à Mulhulé, Adguinou et Orobor en même temps, donc 5 localités de la région. L'objectif est très clair, c'est convaincre les femmes donc, à dépasser, à donc, ne plus pratiquer le MGF sur les jeunes filles. Et ça, nous pourrons atteindre cet objectif seulement en arrivant à convaincre les femmes, parce que c'est déjà elles-mêmes qui pratiquent les mutilations génitales féminines. Aux nouvelles mondiales à présent, je vous le disais dans les titres, l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, a publié un nouveau rapport qui révèle des tendances alarmantes en matière de décès et de disparition de migrants au cours de la dernière décennie. Plus des 2/3 des migrants dont le décès a été documenté n'ont pas été identifiés. Le rapport souligne la nécessité d'améliorer les opérations de recherche et de sauvetage. Aujourd'hui, le projet Missing Migrants reste la seule base de données mondiale en libre accès sur les décès et les disparitions des migrants, compilant des informations provenant des sources très diverses, notamment des informateurs clés issus du gouvernement, des fonctionnaires des Nations Unies et d'organisations de la société civile. C'est la fin de ce journal de 22h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti et bonne soirée.